Okay, let her go. Hello. This is a demonstration of a talking picture. Notice, it is a picture of me and I am talking. Note how my lips... On oublie souvent quel était le sujet de Chantons sous la pluie. Son vernis de comédie musicale a tendance à envoler le thème. Un événement cependant décisif de l'histoire du cinéma lui-même, l'arrivée du son. Hold it, Dexter! What is this? Yeah, what's the matter, R.F.? The jazz singer, that's what's the matter, the jazz singer. Oh my darling! 25 ans après les élans nasillards d'Al Johnson dans Le chanteur de jazz, en 1927, dont seul, rappelons-le, 2 minutes et demie étaient dialoguées et le reste chanté, Gene Kelly et Stanley Donen tenaient là un formidable sujet de comédie, tant cette révolution connut des péripéties parfois savoureuses et que les deux cinéastes inspirés allaient exagérer à peine. Si nombre de comédiens et comédiennes à la voix mularde allaient en effet disparaître, on peut retenir Greta Garbo ou Lionel Barrymore, le grand-oncle de Drew parmi les survivants, Kelly et Donen ne montrent néanmoins jamais comment l'ajout d'une piste sonore à l'image allait désormais devoir être pensé au sein de la grammaire purement cinématographique et ses opportunités artistiques. À de rares exceptions, le cinéma muet ignorait complètement Louis. Ce n'est dès lors pas tant qu'il fut muet, il était carrément sourd. Il y a bien les longs dialogues d'Eric von Stroheim et les scintillements de paupières de Gloria Swanson, ou le vent tonitruant de Victor Johnstrom qui rendait folle la pauvre Liliane Guiche en 1928, mais une mauvaise odeur et les grimaces qu'elle engendre semblaient plus à même à faire rire le public que le son d'un P. On retiendra la remarquable tentative de Todd Browning qui, dans Le Club des Trois, en 1925, faisait de Lon Chaney un ventriloque nommé Echo, doublant un accusé au tribunal ou permettait à un perroquet de s'exprimer à travers des bulles de BD. Le reste relève de l'anecdotique. Désormais que le public réclame sa nouvelle invention, il va falloir faire avec et le satisfaire. Ce qui n'est pas pour arranger les affaires de Charlie Chaplin. Voilà 15 ans que son personnage de Charlot comble le public de tous les continents avec son langage universel, la pantomime. En 1928, heure à laquelle il attaque son nouveau grand projet, Les Lumières de la Ville, chacun lui prédit un échec s'il s'obstine à en faire un film muet. Mais quelle voix donner à Charlot? Et s'il parle anglais? Quelle déception pour les Japonais, les Français, les Tanzaniens! Au diable le son, il fera 100. Vraiment? Pour une fois, il a un scénario, écrit depuis plus d'1 an. Enfin, un scénario, plutôt une trame dont il connaît seul la dernière séquence plan par plan. Il conjugue quelques anciennes idées pour dessiner l'histoire du petit vagabond qui rencontre une fleuriste aveugle pour laquelle il va tout mettre en œuvre afin de réunir l'argent nécessaire à l'opération qui lui rendra la vue. Oui, comme Chow Yun-fat dans The Killer de John Woo, mais en silence, s'il vous plaît. Il ne sait toujours pas comment, lors de leur première rencontre, Charlot comprend que la jeune femme est aveugle et moins encore de quelle façon elle le confond avec un millionnaire. Mais ce n'est pas un problème pour Chaplin pour qui l'inspiration vient en tournant. Il est son propre producteur, et à cette époque, la pellicule est peu onéreuse. Alors on improvise et on multiplie les prises, en commençant par cette séquence compliquée. Au bout de plusieurs semaines, après maintes variantes et tentatives, ayant failli même remplacer une Virginia Cheryl qui n'a jamais croisé une caméra et qu'il considère comme une cruche, rien n'y fait. Le quiproquo, sur lequel repose tout le film, demeure toujours incompréhensible, au point que Chaplin tombe malade et interrompt le tournage durant 1 mois. À son retour, dans l'espoir que les muses l'inspirent, il décide de filmer le reste. À commencer par l'ouverture, où il savoure le tour qu'il a fomenté à l'égard de ses contradicteurs. La parole, cette bonne blague. Voyez comme je me gausse de ces discours hautains et bavards, ces cactages de kazoo, ces hapeaux à canard. Il va jusqu'à se chorégraphier avec l'une des 3 statues qu'on inaugure pour faire un pied de nez à l'hymne national, que les États-Unis lui rendront bien quelques années plus tard en lui interdisant leur sol. Quoi qu'il en soit, Chaplin se transforme ici en daumier de la parole, faisant matière de la caricature vocale pendant que la technique sonore en est encore à chercher ses repères. Mais un son est un son, quand bien même on s'en moque, et Chaplin, consciemment ou non, a mis le doigt dans l'engrenage de ce temps moderne.
L'idée s'est irrémédiablement installée dans son processus mental et artistique, au point qu'elle honorera son esprit burlesque à d'autres moments. Alors qu'auparavant il fallait que Charlot bouscule ou renverse corps et objet pour semer la pagaille, il ne lui suffit plus ici qu'à avaler un sifflet et le tour est joué. Le hoquet intempestif qu'il engendre alors perturbe la haute société, à l'égal autrefois d'une bagarre de tarte à la crème. Notons que le petit vagabond devient un temps canari, à l'instar de l'animal de compagnie de la jeune aveugle, comme un moyen de s'en rapprocher, car comme toujours chez Chaplin, la farce suggère une émotion plus intime. Plus tard, c'est le gong d'un combat de boxe, dont il s'est malencontreusement enroulé la corde autour du cou, qui fera office de gag à répétition. On ne s'étonnera donc guère qu'au bout de 534 jours et 342 prises, les producteurs d'aujourd'hui apprécieront, de retour à la séquence problématique, Chaplin déboule sur le plateau, s'énorgueillant d'avoir enfin trouvé la solution. Un claquement de portière, non deux. Charlot traverse la rue et, afin d'éviter un motard, passe au travers d'un véhicule de luxe à l'arrêt, avant d'en claquer la portière. La jeune fleuriste lui tend une rose, Charlot lui donne son dernier billet, le millionnaire propriétaire de la voiture s'y engouffre, claque la portière à son tour, tandis que l'aveugle lui lance qu'il a oublié sa monnaie. Charlot comprend le handicap et la méprise de la jeune femme en même temps que le spectateur, démultipliant au passage l'empathie pour son personnage. Ce claquement de porte, nous le voyons, mais ne l'entendons à aucune occasion. Nous en appréhendons le son grâce à la réaction de la fleuriste aveugle. Ce à quoi nous assistons donc avec l'horlogerie en œuvre dans les lumières de la ville, c'est le long cheminement d'un cerveau au travail, à partir du moment où un élément nouveau, quoique niais, s'est mis en branle jusqu'au moment où il devient la solution à tout. Un film muet dont la mécanique scénaristique repose en bout de course sur la seule mise en image d'un son, de surcroît inaudible. Ce à quoi nul n'avait pensé, avec les mêmes outils, avant qu'on annonce, tel à un sourd de naissance, que le son existe. Les succès critiques et publics du film, en 1931, donneront raison à son auteur, mais pas question pour autant de réitérer l'aventure. En 1936, les temps modernes seront sonores, Charlot s'y contentant d'y pousser la chansonnette dans un espéranto tout personnel. Pour autant, le film muet de Chaplin n'est pas le seul à parcourir les États-Unis en 1931, mais unique à avoir été conçu comme tel. À l'échelle d'une salle IMAX aujourd'hui, il faut équiper les 20 000 cinémas que compte le territoire d'un système audio, et on ignore que Joseph Mankiewicz, futur réalisateur de Lubautev ou de La Comtesse aux pieds nus, fit ses débuts à la Paramount en enlevant la bande sonore des nouvelles productions et d'en créer des intertitres afin de pouvoir les exploiter comme des films muets. Quoi de plus chaplinesque ? Ça a laissé le temps outre-Atlantique, plus précisément en Allemagne, à un autre cinéaste majeur et libre à l'égal d'un Chaplin de réfléchir à la pertinence du son synchrone. Pour l'heure, Fritz Lang rejoint plutôt l'avis de ses camarades russes, Genstein, Poutevkin et Alexandrov, qui écrivent dans un manifeste « Le film sonore est une arme à double tranchant et il est fort probable qu'on l'utilisera selon la loi du moindre effort, c'est-à-dire simplement pour satisfaire la curiosité du public. » L'auteur des Nibelungen et de Metropolis déteste la fainéantise intellectuelle et il ne faut pas compter sur lui pour engourdir son public de vains artifices. Il a refusé les 60 000 marks du studio afin de sonoriser son précédent film, La femme sur la lune. Les bruits, c'est bien beau, encore faut-il savoir quoi en faire. Pendant que son compatriote Joseph von Sternberg fait chanter pour la première fois Marlène Dietrich dans l'Ange bleu en 1930, Lang conçoit le scénario de M. le Maudit en s'inspirant d'une vague de tueurs en série qui sévit en pleine République de Weimar depuis 1920, et plus particulièrement de Peter Kürten, le fameux vampire de Düsseldorf. Il a pour but de reconsidérer entièrement le récit cinématographique en s'appropriant le son comme moteur principal et ainsi définitivement poser les bases de ce nouveau langage. Il faut maintenant se mettre à la place du public qui découvre la symphonie urbaine et domestique qui ouvre le film. Fillette qui chante une comptine, carillon, klaxon, avertisseur de tramway, sonnerie d'école, coucou qui annonce midi, et cet air lancinant que siffle l'inconnu qui offre un ballon à la petite Elsie. Le spectateur et néo-auditeur a à peine le temps d'apprécier le bel ouvrage que Lang innove aussitôt en dissociant la parole de sa source. Les appels d'une mère désespérée résonnent dans un vide d'autant plus marqué que la petite Elsie en est absente, son ballon de baudruche, son âme, à jamais prisonnière entre ciel et terre.
Plus tard, dans un raccord, une analyse psychographologique se transforme en voix off, tandis que nous découvrons le visage d'une Kindermörder, alias Peter Lorre. Puis Lang enchaîne sur un montage alternatif où les phrases des policiers poursuivent et complètent celles des truands, et ainsi de suite, glissant une pointe d'humour quant aux méthodologies respectives des deux groupes afin d'alpaguer le psychopathe. Immer schärfere Ratio. Ich habe noch eine Idee. Da hat doch unlängst so eine Zauberkünstler, so eine ich weiß nicht, wie der sich genannt hat. Sollen wir vielleicht warten, bis die Polizei den Kerl erwischt hat? Lang peut enfin se permettre de mettre en scène un personnage malentendant, sans lui accoler systématiquement le cornet typique des comédies plastiques à la Max Sennett. Et poursuit ce jeu avec Louis en suggérant une source subjective lorsqu'un aveugle se bouche les oreilles, agressé par les accords d'un orgue de barbarie, avant d'en apprécier la mélodie devenue harmonieuse. Mais l'idée majeure qu'a Fritz Lang, dès l'écriture, pour son premier film parlant, est de faire de son sanglant pédophile un siffleur. Fan de faits divers, Lang ne nous épargne rien des investigations criminalo-scientifiques de la police, enfantant le genre serial killer avec enquête et profilage au passage, 70 ans avant les experts ou autres esprits criminels. C'est non sans une double ironie qu'il offre à un mendiant aveugle le rôle du brave qui identifie celui que tout le monde recherche, fort justement parce qu'il est privé de ces images qui noient chez les autres le son. Un son bien particulier, l'air cependant peu anodin du Peer Gynt des Dark Greek, que siffle Peter Lorre au cours de ses nauséeuses montées d'adrénaline. Sachant que Lorre, ne sachant pas siffler, c'est Thea von Harbou, épouse et co-scénariste de Lang, qui serinera la marche funèbre. C'est aussi par le bruit qu'il émet dans le grenier, dont il tente de s'échapper, que le meurtrier d'enfants révèle sa présence et se condamne au tribunal des voyous, dont il a interrompu les exactions régulières. Ce qui différencie en cette ère novatrice Lang de Chaplin, c'est que le premier a construit en aval son découpage en considérant les spécificités du son en apport au contrepoint de l'image, Lang commence à architecte, là où le second s'en est lentement, quasiment par dépit, imprégné en amont avant de s'y résoudre. Mais Lang n'est pas le genre d'homme à se satisfaire de la première gageure conquise. Et il réfléchit déjà comment atteindre de nouveau le cinéma pur qu'il convoite, avec ses nouveaux attributs, dans ce qui sera, et pour cause, son dernier film germanique. Elsie, nein, nein, nein. Sorti en 1931, M. le Maudit s'intitule à l'origine « Les assassins sont parmi nous ». Le parti nazi ayant remporté haut la main les élections de septembre 1930, on aide Lang à comprendre, de façon parfois un peu brutale, que le titre pourrait prêter à confusion. Fritz Lang et Peter Lorre étant tous deux juifs d'origine, on en savoure d'autant plus l'audace et la bravoure. Pour avoir rencontré le succès en 1922 en mettant en scène les méfaits du diabolique et joueur Dr Mabuse, dans un long film de 5 heures en 2 parties, Lang a l'idée de reprendre le personnage titre, abandonné à la fin de l'opus précédent dans un asile. Il l'imagine griffonnant à longueur de journée dans sa cellule son grand rêve pour l'Allemagne, littéralement et en couverture, un empire du crime. Ça ne vous rappelle rien ? Lang ne va pas jusqu'à l'intituler Mein Kampf, juste testament. Ayant fait preuve de toute la subtilité phonique capable dans son précédent film, Fritz Lang décide cette fois d'ouvrir l'écran sur un chaos tonitruant de machines à l'ouvrage, compromettant, alors qu'il pensait au contraire l'abriter, un témoin de la mafia teutone. Considéré, bien qu'il s'en défendît avec Georges Pabst, Friedrich Murnau et Robert Wiene comme l'un des papes du cinéma expressionniste allemand, entendez des décors marqués d'ombre et de lumière aux perspectives renforcées censées représenter les états d'âme, Lang invente ici l'expressionnisme sonore. Il en profite pour poursuivre ses expérimentations audio-dramatiques en faisant du personnage principal une voix sans corps, une silhouette en carton derrière un rideau et un haut-parleur, idée qu'on retrouvera plus tard dans Le Magicien d'Oz. Il conçoit le subterfuge d'une poignée accrochée à un gramophone simulant une présence derrière sa porte, souvenez-vous d'un épisode de Columbo, déclenchant un disque, ordonnant de ne pas déranger, et s'amuse en associant le tic-tac d'une bombe invisible à un œuf dur brisé à la cuillère. Maintenant, à toute innovation ses inconvénients, il va falloir faire attention à l'ombre du micro.
Mais tout ceci ne serait rien sans une séquence mémorable vers laquelle toutes les réflexions précédentes de Lang sur l'apport sonore au cinéma semblent tendre. Le témoin gênant s'étant échappé, il faut discrètement l'abattre. Tout du moins sans rameuter tous les flics alentour. Ses poursuivants, en voiture, le surprennent à un feu, en première ligne d'une nuée de véhicules. L'assassin incite son chauffeur à klaxonner alors que le feu est au rouge. Et à tous les chauffards aussitôt limités, dans cet élan crétin qui fait qu'un chien aboie lorsqu'un autre s'y met, la future victime devenant même chef de meute. Dès lors, couvert par le tintamarre, le sniper au pistolet n'a plus qu'à exécuter sa cible sans craindre qu'on identifie la détonation. Le feu passe au vert, tout le monde démarre, ne laissant seul que la voiture et son cadavre dans leurs circonstances. Lang atteint ici le sommet d'un langage cinématographique, ayant mûri le son jusqu'à devenir indissociable de sa conception grammaticale, toujours éminemment moderne. Mais plus encore, derrière la prouesse artistique, c'est un Lang témoin de son temps et politique qui compare ici ses semblables à des moutons qui, à un seul cri ou coup de klaxon, ont rallié la masse qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir en janvier de la même année. Quant à l'accueil du testament du docteur Mabuse, disons qu'il fut tout simplement interdit et que Goebbels, alors ministre de la Culture, confia à Lang, en même temps que le poste de cinéaste officiel du Troisième Reich, que le Führer préférait Métropolis. Lang fera preuve de la même vigilance envers les États-Unis, où il a pris la fuite dès 1934. Son premier film américain, sur fond de lynchage, s'intitulera Mob Rule, Furie chez nous, mais qu'on peut traduire par la loi de la populace. On ne se refait pas. Quand bien même, celui qui le mit en œuvre et le finança, Joseph Mankiewicz, était ni plus ni moins que celui qui dévoisait les films à la Paramount. Maintenant, vous allez dire, c'est bien joli, mais les leçons de Fritz Lang ont-elles influencé et servi le cinéma au-delà des années 30 ? Prenons Alfred Hitchcock. On sait qu'il a fait, durant les années 20 et 30, de multiples allers-retours entre l'Angleterre et l'Allemagne, humant l'air du temps et surtout les plateaux de l'UFA, là où tournait Fritz Lang, dont il jalousait en secret à la fois les thèmes, l'audace visuelle, la liberté artistique et financière. En 1934, Hitch engage pour son premier rôle hors d'Allemagne Peter Lorre, bien évidemment lui aussi en exil, au casting de L'homme qui en savait trop. L'histoire repose déjà sur un enfant enlevé à ses parents afin qu'ils taisent un scénario criminel dont ils ont les éléments. Un coup de cymbale, lors d'un concert, doit couvrir l'exécution par arme à feu d'un diplomate, comme les klaxons à répétition la mise à mort du chauffeur impulsif du testament du docteur Mabuse. Idée reprise à son tour, et n'est pas le seul, par DJ Caruso en 2008 dans L'œil du mal, avec Shia LaBeouf et une trompette en guise de cymbale. Tout se recycle. Mais le premier à se recycler, c'est Hitchcock lui-même qui, en 1956, remet le couvert, cette fois avec plus de recul, et tout le professionnalisme et les stars qu'Hollywood lui concède. Dans son remake de L'homme qui en savait trop, il annonce le moment du climax, le coup de cymbale, dès le générique, pour l'amener à son apogée dans la scène proprement dite, puis se met à filmer littéralement le parcours d'un sang, tel Lang le fit avec la pauvre mère hurlant le prénom de sa fille, dans les premières minutes d'Aime le maudit. On a enlevé le fils de Doris Day. Le sachant dans les murs, elle fait ce pourquoi on l'acclamait alors. Elle se met à chanter, en l'occurrence le fameux « Que Sarah, Sarah » qui la rendit célèbre. Sa voix se propage dans le hall vide, les escaliers tout aussi déserts, jusqu'à l'enfant qui se précipite alors vers sa mère, sauvé ici là où Lang, en son époque bien évidemment, le condamnait. Alors donc, nous applaudissons fort à propos l'incroyable sound design de David Lynch pour la 3e saison de Twin Peaks, et d'aucuns feront à ma place les connexions généreuses entre l'auteur de Blue Velvet et celui du Secret derrière la porte, il est juste d'évoquer le grand précurseur en la matière que fut Fritz Lang. L'artiste ultime étant celui qui s'inspire de ses pairs, telle une essence jusqu'à en peaufiner son moteur. Car telle est la différence entre celui qui prémédite le son à valeur égale de ses images et ceux qui se contentent d'en faire surtout beaucoup de bruit pour rien.